Soyez les bienvenus dans la semaine en France, une semaine sous le signe de la contestation. Le mouvement Bloquons tout a mobilisé près de 200 000 personnes dans tout le pays, selon le ministère de l'Intérieur. Des manifestations, et vous le voyez sur ces images, à Montpellier, à Toulouse, à Nantes, ici aussi à Paris. Alors pourquoi ces Français ont-ils investi la rue? Quelles revendications portent-ils? Je vous propose d'en écouter certains et ensuite je vous ferai réagir. Lucas Sarrafian, bonjour à vous, journaliste à Politis, et vous m'accompagnez cette semaine. Bonjour. On écoute ces quelques témoignages. Pourquoi on est là aujourd'hui? C'est pour le pouvoir d'achat. Depuis 2018, il n'y a rien qu'à changer. On est dans la merde jusqu'au cou et on y sera encore. Et rien ne change. Voilà, alors on manifeste pour ça, pour tout. On rejoint complètement les revendications contre les plans d'austérité et de convergence des luttes aussi pour la Palestine, contre l'extrême droite, contre les dénis démocratiques à répétition. Il faut faire payer les riches, il ne faut pas faire payer les petits comme nous, les petits retraités, les chômeurs. Parce que la France est quand même un pays riche, il y a des gens qui sont riches, ils peuvent faire un effort. Voilà donc pour ces témoignages, Lucas Sarrafian, je vous représente, journaliste politique à Politis. On vient d'entendre tour à tour le témoignage d'une femme qui était à domicile, un étudiant, un retraité. Ce mouvement Bloquons tout naît d'abord sur les réseaux sociaux et je vais le rappeler, donc qui s'est fait entendre cette semaine. Est-ce que c'est un succès? Est-ce que c'est un échec? Ou est-ce qu'il est trop tôt pour en tirer les premières conclusions? Alors bien sûr, c'est pas une mobilisation historique, vous l'avez dit, c'est 175 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur. Néanmoins, il faut aussi expliquer que c'était un mercredi, donc ça coûte pour des gens, pour les classes populaires et les classes moyennes, de poser un jour pour manifester. Les mobilisations aussi ont été diffuses, assez hétéroclites. C'était blocage de ronds-points, blocage de certains magasins, donc c'est difficile à quantifier. Néanmoins, 175 000 personnes pour un mouvement hors cadre, hors syndicat, hors parti, avec des mots d'ordre très très diffus, des revendications très très nombreuses, une certaine liberté, une exaspération totale. 175 000 personnes, ce n'est pas rien. Ça peut être une base populaire, une base de contestation populaire pour les prochaines dates à venir. Je parle du 18 septembre. Et puis voilà, ça reste une base quand même importante pour maintenir la pression à ce gouvernement dans la rue. Vous évoquez à l'instant la date du 18 septembre prochain, jour d'appel à la grève. Il y a eu aussi quelques manifestations ce week-end, alors un petit peu plus éparses. Il y a eu parfois, Lucas, ce parallèle fait avec le mouvement des Gilets jaunes qui, lui, se réunissait d'ailleurs essentiellement le week-end, ce qui évitait aux salariés de poser des jours. En tout cas, si je vous suis bien, il va falloir être attentif à ce qui peut se passer pour cette journée du 18 septembre et au-delà. Oui, il faut être attentif dans les AG juste après le 10 septembre, puis dans les boucles Telegram. Il y a la volonté entre les manifestants qui sont mobilisés dans Bloquons tout de continuer. Il y a eu de se structurer davantage. Pas forcément de se structurer, mais de continuer dans la lutte, d'alerter. Il y a eu, par exemple, ce matin à Rennes, des actions pour essayer de sensibiliser la population, pour essayer de maintenir la pression dans la rue. Parce qu'en effet, les revendications qu'on a entendues dans votre sujet, elles ne s'arrêteront pas du jour au lendemain. La colère, elle est là, l'exaspération dans le pays, il est profond. La colère, elle s'ancre. Donc, bien sûr, oui, il faudra toujours continuer. Ce mouvement ne s'étendra pas. Il y aura le 18 septembre et il y aura certainement d'autres dates après en fonction de ce qu'annonce ou pas Sébastien Lecornu et le nouveau gouvernement qui suivra. On va y revenir justement quant au Premier ministre. Je reste juste une dernière minute sur ce mouvement. Est-ce qu'il profite à des partis politiques? Ce mouvement, il se veut apartisan. Bien sûr, on a vu par contre la gauche qui a accompagné ce mouvement et selon l'étude de Jean Jaurès qui a été publiée le 1er septembre, c'est vrai que la majorité des sympathisants à ce mouvement ont voté majoritairement Jean-Luc Mélenchon, à plus de 60%. Est-ce qu'il profite à des partis politiques? Ça, c'est difficile à le dire. Néanmoins, il impose des sujets qui sont plus favorable à la gauche. Je parle de la casse des services publics, de cette France des fins de mois. C'est cette France-là qui s'est mobilisée. C'est cette France qui a cette majorité des vies difficiles, celle qui a les frigos vides à la fin du mois, celle qui a du mal à payer les loyers. Donc évidemment, elle pose des sujets de justice sociale, de justice fiscale et des sujets qui sont en effet plutôt portés dans le débat public par la gauche. On verra si ces sujets résonnent depuis l'arrivée à Matignon donc, de Sébastien Lecornu. Il était ministre des Armées. Il succède à François Bayrou. Je vous propose d'écouter, vous Lucas et vous, ce qui a été dit au moment de la passation de pouvoir entre les deux hommes et je vous fais réagir. Il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme. Et pas que dans la méthode. Des ruptures aussi sur le fond.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Lucas, quand Sébastien Lecornu parle de créativité et de rupture, surtout? Il faut comprendre que pour le moment, c'était un discours de passation extrêmement court. 4 minutes, je crois. 4 minutes. Il dit qu'il faut changer de méthode, qu'il faut une rupture avec le macronisme. Alors c'est difficile à entendre parce que lui-même incarne tout ce qu'a fait le macronisme depuis 7 ans. C'est l'un des seuls survivants. Il était dans les gouvernements successifs depuis 2017. Il a accompagné tous les choix politiques d'Emmanuel Macron, les réformes de l'assurance chômage, la réforme des retraites. Donc lui, il dit une rupture. Donc une rupture vers la gauche ou vers l'extrême droite, parce que c'est vrai que pour l'extrême droite, il est plutôt apprécié. C'est assez flou le terme de rupture quand lui incarne le macronisme originel, c'est très difficile à comprendre ce mot de rupture. Il va devoir en tout cas former un gouvernement. Et puis, il y a aussi la question du budget. Et c'est même le premier dossier d'ailleurs sur la pile qui attend le nouveau Premier ministre. Oui, c'est même le seul dossier là dans les consultations. Il devra poser donc du coup la question du budget. Il devra composer avec des oppositions qui sont pas très heureuses de sa nomination, disons. Mais surtout, il devra répondre à des questions simples s'il veut incarner cette rupture qu'il souhaite. Il devra poser ces questions simples. Est-ce qu'il va faire de la justice fiscale et de la justice sociale? Est-ce qu'il sera prêt, par exemple, à défendre ce que demande la gauche, la taxe Zuckman, cette taxe de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros? Ça rapporterait en termes de recettes 20 milliards d'euros annuellement. C'est ce que demande la gauche. Est-ce qu'il sera prêt à revenir sur les retraites? Est-ce qu'il sera prêt à augmenter les impôts? Est-ce qu'il sera prêt à réviser les impôts sur les grandes entreprises? Selon le rapport Gay-Rittman qui est sorti, qui a été dans cette commission qui a duré plusieurs mois, c'est 211 millions d'euros annuellement. Est-ce qu'il sera prêt, par exemple, aussi à abandonner le 49.3 pour reparlementariser, je ne sais pas, le régime? Ça, ces questions-là, elles sont sur la table. On rappelle très brièvement, le 49.3, c'est l'outil constitutionnel qui permet de passer en force. Oui. Voilà, c'était juste pour... Oui, c'est ça. Et il devra donc répondre à ces questions pour durer et faire passer son budget. En tout cas, le temps presse. Oui, le temps presse. L'examen budgétaire est notamment prévu à l'Assemblée le mi-octobre. Merci beaucoup, Lucas. Merci pour ces éléments de compréhension. On en vient maintenant à ces actes qualifiés d'abjects par des représentants du culte musulman. Des têtes de cochon déposées devant plusieurs mosquées de la région parisienne. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fait part de son indignation. La piste d'une ingérence étrangère est évoquée à ce stade. En plein cœur de la campagne normande, le témoignage de cet éleveur est déterminant. Lundi dernier, c'est lui qui vend les 10 têtes de cochon qui seront déposées ensuite devant des mosquées de Paris et sa région. Des têtes de porc, l'agriculteur en vend régulièrement, mais là, l'attitude des deux acheteurs l'interpelle. On avait 2 personnes étrangères ne parlant pas français et parlant mal anglais. 10 têtes de cochon, effectivement, on n'a pas l'habitude de vendre 10 têtes de cochon, mais on a l'habitude de vendre des têtes de cochon entières pour cuisiner. Eux arrivent, mettent ça dans un coffre de voiture, donc la chaîne du froid, déjà on n'en parle plus là, à ce moment-là. Quelques heures après la transaction, une caméra filme l'un des 2 hommes déposant les têtes de cochon. Plusieurs d'entre elles portent l'inscription Macron. 7 mosquées sont ainsi ciblées. La nouvelle fait la une des journaux. L'éleveur décide alors d'alerter les gendarmes. J'ai vu une voiture Serme. La transaction était à ce point étonnante que j'en ai pris une photo, alors que je n'ai pas l'habitude de prendre les photos de tous mes clients. Grâce à cette photo de la voiture immatriculée en Serbie, les enquêteurs retracent l'itinéraire du véhicule. Lundi, il part de l'élevage de Normandie, direction Paris. Et dès mardi matin, après la commission des faits, passe la frontière belge. Une ligne de téléphone croate est utilisée par les hommes et géolocalisée par la police. Autant d'éléments qui laissent supposer l'ingérence d'un pays étranger. Ce but, c'est de troubler nos concitoyens, de créer finalement des interrogations sur le pays dans lequel nous vivons, sur leur sécurité, et puis bien sûr de créer des fractures intercommunautaires. Dans cette affaire, les 2 suspects n'ont pas encore été interpellés. Au total, la justice française enquête sur 9 possibles cas d'ingérence étrangère, comme ces mains rouges au mémorial de la Shoah, ces étoiles de David dans plusieurs villes, ou les 5 cercueils déposés devant la tour Eiffel, avec une interrogation, l'ombre de la Russie plane-t-elle à chaque fois?
Tout autre chose maintenant, Notre-Dame de Paris, monument le plus visité, il dépasse même la Tour Eiffel. La cathédrale connaît un succès fou, 9 mois après sa renaissance, avec déjà plus de 8 millions de visiteurs. Et c'est un record. Laurent Hakim, Alexandra Garde. Plus que jamais, elle mérite son statut de star 9 mois après sa réouverture. Notre-Dame est en passe de battre son record. Elle caracole déjà en tête des monuments français les plus visités. Le monde entier vient ici assister à une renaissance. C'est plus beau qu'avant, c'est plus clair. Il y a beaucoup de peintures. J'ai visité déjà, c'est que plaisir à refaire. On veut voir les vitraux et toutes les restaurations qui ont été réalisées depuis 2019. Surtout pour les vitraux. On avait peur des queues et en fait on a été... Non, c'est bien organisé. Bien organisé, tout s'est bien passé. Un succès spectaculaire qui peut tout de même en décourager certains. Oui, beaucoup de monde. Beaucoup de monde, oui. Il y a trop de touristes. On reviendra une autre fois. Il faut dire qu'ici tout est époustouflant. Les vitraux bien sûr, les peintures, l'écrin de la couronne d'épines visible seulement le premier vendredi du mois et cette luminosité quasi inédite grâce à des voûtes immaculées. Même la messe a retrouvé son public. On comptait à peine une centaine de fidèles avant la tragédie. Aujourd'hui, ils sont régulièrement 400 à 800, parfois 1 millier pour assister aux offices. Le tourisme patrimonial de Notre-Dame s'accommode très bien d'un tourisme religieux retrouvé. Alors le fait de l'avoir vu brûler, je pense que ça a créé une intimité. On a tous une intimité avec Notre-Dame. Et on a tous envie de voir Notre-Dame dans cette intimité. Qu'on vienne à l'improviste comme les 3/4 du public ou sur réservation ou encore pour assister à la messe et éviter l'attente. Notre-Dame est ouverte à tous. Déjà 30 000 visiteurs par jour en moyenne et dans quelques jours à l'occasion des Journées du patrimoine, les 2 tours de la cathédrale rouvriront elles aussi au public pour la première fois. Ainsi s'achève ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi.